Bonjour à tous et bienvenue, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre série de vidéos True Crime spéciale Noël et pour cela je vais vous emmener dans un pays que nous n'avons pas encore exploré ensemble. Si je vous dis que ce pays est baigné de saveurs authentiques grâce à une gastronomie appréciée dans le monde entier, pâtes fraîches, pizza, tiramisu, etc. Si je vous dis que ce pays regorge de trésors artistiques et architecturaux, où chaque rue est un musée à ciel ouvert et chaque ville une leçon d'histoire. Le Colisée, la Tour de Pise, la Renaissance, le grand Léonard de Vinci. Si je vous dis que ce pays offre des paysages d'une beauté à couper le souffle, des lacs à la vue exceptionnelle, des ruelles pittoresques et des petits villages perchés. Enfin, si je vous dis que ce pays est un lieu où l'industrie de la mode est réputée dans le monde entier, Fendi, Gucci, Versace, etc. Eh bien, vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui, nous allons en Italie pour y suivre une affaire criminelle. Initialement, l'histoire paraît simple. Rosina, une senior, surnommée affectueusement Rosie par son entourage, décède à la suite d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais c'est en creusant un peu plus pour aller au-delà des apparences que les enquêteurs vont de découverte en découverte et l'affaire prend alors une toute autre tournure. Si vous voulez savoir ce qui est vraiment arrivé à la pauvre Rosina, on se retrouve juste après le générique. Le 24 décembre 2020, le soir du réveillon de Noël à 19h47 précisément, le 112, le numéro européen d'urgence, reçoit l'appel d'une femme répondant au nom d'Arianna Oradi. Elle dit être dans une ville de Monte Cassiano et qu'un voleur est entré dans la maison qui l'a agressée, elle, son père et sa mère, Rosina. Son père et elle ont des blessures sans gravité, assez superficielles, mais elle pense que sa mère, âgée de 78 ans, a été gravement battue et qu'elle est peut-être même décédée sur le coup. L'intrus se serait enfui. Suite à cet appel de détresse, les autorités se rendent au plus vite sur les lieux de l'agression. Il faut savoir qu'en Italie, il y a la police, mais aussi ce qu'ils appellent là-bas dans les villages un peu reculés, l'arme des carabiniers, qui sont en fait des militaires, un peu comme des gendarmes chez nous, qui assurent le maintien de l'ordre public et des missions policières. Les carabiniers arrivent en premier sur les lieux avec les urgences médicales qui tentent par tous les moyens de ranimer la personne âgée qui gît au sol. Ils interrogent Arianna, son père Enrico, âgé de 80 ans, et le fils d'Arianna, Aîné. En italien, ça se dit Enea, mais on va l'appeler Aîné, c'est le prénom en français. Et ils inspectent aussi le domicile qui ne montre, a priori, aucun signe d'effraction. Ils se rendent dans la pièce où la bagarre avec le voleur aurait eu lieu, et en effet, le corps de Rosina gît par terre dans la cuisine. Les 3 témoins sont emmenés à la caserne de Macerata, une ville située à 10 km de Monte Cassiano, où on recueille leurs dépositions. Le soir même, le frère d'Arianna, donc le deuxième enfant de Rosina et Enrico, apprend la triste nouvelle de la mort de sa mère dans la soirée. Car en effet, malgré tous les moyens mis en œuvre par les secours, la vieille dame ne survit pas à ses blessures. Pendant ce temps, Aîné raconte que la fin d'après-midi du 24 décembre, il n'était en fait pas présent pendant l'agression, puisqu'il est sorti pour aller voir une maison à vendre qu'il avait repérée et qu'il avait pour projet en fait de s'acheter une maison. Donc il est parti faire un tour pour regarder un peu où était située cette maison, voir un peu le voisinage, etc. Ensuite, il dit être allé au supermarché chercher à dîner et qu'il n'est pas tout de suite revenu à la maison. Il est resté sur le parking du supermarché, dans sa voiture, pour passer un peu de temps sur son téléphone portable pendant environ 1 heure. Et c'est ensuite qu'il s'est décidé à rentrer à la maison. Globalement, il dit être absent de 17h45 à 19h45 environ. À son arrivée, il a retrouvé sa mère ligotée et complètement paniquée. Il l'a libérée de ses liens et lui a passé un téléphone pour qu'elle puisse appeler les secours et leur expliquer la situation. Les enquêteurs
partent à la recherche du fameux cambrioleur. Et comme dans toutes les enquêtes, ils creusent aussi dans la vie de la victime pour trouver un éventuel suspect. Une personne qui aurait pu en vouloir à Rosina au point de décider de la battre à mort en se faisant pourquoi pas passer pour un voleur pour brouiller les pistes. Il s'intéresse aussi à l'entourage de Rosina. Aîné, son petit-fils, dit qu'il entretenait de très bonnes relations avec sa grand-mère. Il voulait être sûr qu'elle ne manque de rien. Il est un petit-fils aimant qui aide Rosina dans certaines tâches rendues difficiles pour elle à cause de son âge. Par exemple, il faisait régulièrement des petits travaux de réparation, il s'occupait des plantes, du jardin, il faisait beaucoup de choses pour sa grand-mère. Les enquêteurs continuent quand même de creuser malgré cet aspect de famille idéale et ils prennent connaissance de plusieurs éléments capitaux pour la suite de l'enquête. Les enquêteurs déterrent des petits secrets de famille qui, mis bout à bout, nous permettent de comprendre comment était la dynamique dans cette famille. Même si Rosina, Enrico, Ariana et Aîné vivaient sous le même toit depuis 10 mois, il faut savoir que la cohabitation ne se passait pas très bien. Et encore, c'est un euphémisme, car les relations familiales étaient très tendues. Ils travaillaient tous dans l'entreprise familiale où Aîné venait de commencer en tant qu'apprenti. Je n'ai pas trouvé plus d'informations concernant l'activité de cette entreprise familiale, mais ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que la boîte familiale était en grande difficulté financière. Par ailleurs, les carabiniers interrogent le voisinage et les amis de Rosina. Ils apprennent ainsi que cette dernière s'était récemment confiée à eux, leur disant qu'elle était victime de maltraitance par sa famille. Et en creusant cette piste, les enquêteurs constatent même que quelques jours à peine avant le drame, Rosina s'est rendue dans un centre anti-violence avec une amie, où elle aurait indiqué aux bénévoles de l'association sur place qu'elle était victime de harcèlement familial. Elle était considérée en fait comme un véritable fardeau par sa famille, qui après l'avoir obligée à céder sa maison pour la mettre au nom de son petit-fils aîné, l'ont contraint à dormir sur le canapé du salon et ne lui donner que 10 € par jour, juste de quoi manger et subvenir à ses besoins. Suite à cette entrevue au centre anti-violence, elle aurait pris la décision d'abord de ne pas porter plainte contre sa famille. Mais les bénévoles l'auraient encouragée quand même à prendre contact avec l'avocat du centre SOS Femmes de Macerata, prendre des conseils juridiques auprès de cet avocat. Elle avait un rendez-vous avec lui le mardi 29 décembre 2020, soit quelques jours à peine après sa mort. On apprend aussi que Rosina comptait se séparer d'Enrico. Tout, finalement, n'était pas rose dans cette famille. Et il y a encore d'autres choses à découvrir, puisque les autorités apprennent que Rosina avait tout de même un sacré caractère, même si ça n'excuse pas qu'on lui fasse du mal, bien évidemment. Ils entendent dire qu'une fois, la vieille dame aurait giflé son mari Enrico suite à un désaccord entre eux. Apparemment, il ne lui en avait pas tenu rigueur. Cet acte de violence de Rosina envers son époux a comme été passé sous silence. Il était aussi habituel que Rosina dénigre son mari avec des mots péjoratifs, le traitant souvent par exemple d'idiot. Il aurait eu aussi un incident. Durant l'été 2020, Rosina et sa fille Ariana se disputaient, quand soudain Rosina en a eu marre et elle a giflé sa fille qui l'a poussée en retour. Et ce jour-là, témoin de la scène, Aîné s'est interposé entre les deux femmes pour défendre sa mère, mais cette dernière lui a dit de ne pas s'en mêler et l'histoire en serait restée là. Toutes ces fois où Rosina traitait mal Ariana et Enrico rendaient Aîné fou de rage, car il était très proche de son grand-père, qu'il a toujours aimé et considéré comme le père qu'il n'a jamais eu. Et il faut aussi savoir que quand Rosina parlait mal à sa mère, ça le rendait fou de rage aussi, puisque la relation entre Aîné et sa mère Ariana était extrêmement fusionnelle, à un point même, j'ai envie de dire, quasiment pathologique et toxique. Je vous explique. Aîné a une personnalité effacée, vulnérable. Il a 20 ans et pourtant, il ne semble pas du tout vouloir prendre son autonomie. Il est très dépendant de sa mère et il souhaite vouer sa vie à plaire en fait à sa mère. Il est totalement soumis aux désirs de sa mère qui possède une totale emprise sur lui. Et ça, c'est les rapports des psychiatres qui ont observé Aîné et Ariana pendant l'enquête qui le disent.
Ariana, quant à elle, est jugée par les spécialistes comme une femme immature, centrée sur ses besoins et ses désirs à elle. Elle a beaucoup d'attentes envers son enfant, dont elle veut contrôler absolument tous les aspects de la vie. À la découverte de ces nouveaux éléments sur l'ambiance familiale un peu tendue, est-ce que ce ne serait pas possible que le meurtre de Rosina ait en fait été maquillé en vol par sa propre famille? Et cette question va faire donc que la famille va devenir très suspecte aux yeux des enquêteurs. Plusieurs éléments rapportés par la famille ne collent absolument pas. Premièrement, il y a d'abord les traces d'effraction. Elles sont bel et bien présentes, mais ont l'air d'avoir été faites de l'intérieur, ce qui n'est pas logique du tout. Deuxièmement, la version des faits décrite par Aîné laisse les enquêteurs dubitatifs. Je sais que c'est une période sombre qu'on aimerait tous oublier pour toujours, mais rappelez-vous, en décembre 2020, on était en pleine période d'épidémie de Covid-19 et le 24 décembre en Italie, en 2020, il y a un confinement. Alors Aîné qui raconte être sorti pour faire les courses, puis être resté plus d'1 heure sur le parking, juste à jouer sur son téléphone, les enquêteurs ont du mal à y croire, étant donné que c'était une période où les gens avaient particulièrement peur de sortir de chez eux, une période assez anxiogène. Ça paraît improbable qu'il soit resté comme ça sur le parking à attendre que le temps passe. En plus, Rosina était appréciée de son voisinage. Et le jour du drame, 2 de ses voisins avaient sonné à sa porte en fin d'après-midi pour lui offrir un cadeau de Noël. Mais elle ne leur a jamais ouvert la porte, ce qui laisse penser qu'en fin d'après-midi, vers 17h, Rosina était peut-être déjà morte depuis longtemps, contrairement à ce qu'ont raconté les membres de sa famille qui, eux, placent les faits plutôt aux alentours de 19h. Le lendemain du meurtre, et tandis qu'ils sont à la caserne, les témoins qui sont quand même la famille de la victime sont totalement insouciants, détachés et ne semblent pas tristes en fait de la perte de Rosina. Et lors d'un interrogatoire, Aîné, sous la pression, donne une nouvelle version au carabinier. Il dit que Rosina est morte accidentellement et que, sur le coup de la panique, lui et sa famille auraient décidé de maquiller cet accident en vol qui a mal tourné. On sent que c'est le début de ce qui ressemble peut-être à des aveux. Aîné entretient ensuite une longue conversation avec sa mère, conversation qui sera interceptée par les carabiniers. Il dit à sa mère qu'il a changé sa version des faits, donc il la prévient, et cette dernière s'agace. Elle lui répond qu'il est bête d'avoir fait ça, puisqu'après les résultats de l'autopsie, leur mensonge sera découvert étant donné que le médecin légiste découvrira que Rosina est morte par strangulation. Sauf qu'a priori, on ne peut pas tuer quelqu'un sans faire exprès par strangulation. Ça paraît peu probable. Et effectivement, ça ne pardonne pas. Suite à l'autopsie effectuée par le médecin légiste Roberto Sendoni, on apprend que Rosina est bien morte après avoir été étranglée et non à la suite de violents coups ou par accident comme l'avait précédemment décrit le témoin. Le légiste place l'heure de la survenue du décès entre 16h30 et 18h30, ce qui fait que l'alibi d'Aîné devient complètement caduque, puisque rappelez-vous, il était sorti faire les courses à partir de 17h45. Donc à 16h30, normalement, d'après ses dires, il était toujours dans la maison. Il ne fait plus aucun doute que l'histoire du cambriolage a été créée de toutes pièces par la famille. Et au cours d'une autre conversation entre Aîné et sa mère Ariana, on entend la discussion suivante. Aîné lui dit « Tu te rends compte de ce que j'ai fait ?» Ce à quoi elle répond « Aîné, ne dis jamais à personne ce que tu as fait. » Ensuite, le fils se vante devant sa mère d'avoir bien frappé son grand-père violemment au visage, dans le but de rendre la thèse du cambriolage plus crédible. De son côté, Ariana précise qu'elle a fait une erreur lors de la mise en scène, elle a oublié d'endormir les 2 chiens qui sont dans le jardin. En effet, la famille a 2 chiens de garde, il apparaît peu probable qu'un cambrioleur aurait tenté d'entrer dans la maison, sachant que 2 gros chiens de garde assez menaçants auraient pu l'attaquer. Suite à ces suspicions qui ne font que grandir contre les membres de la famille, leurs téléphones portables sont saisis et analysés
par le consultant en informatique de la police. Il découvre sur les téléphones d'Aîné et Ariana, à partir du 16 décembre, des conversations stupéfiantes entre les deux sur Instagram et WhatsApp. Au cours de ces conversations, Ariana annonce clairement à Aîné qu'elle a élaboré un plan pour éliminer sa mère. Les conversations ne mentionnent pas Enrico, le grand-père, ce qui laisse penser qu'il n'a pas du tout participé au plan. En fouillant l'historique internet d'Ariana, cette dernière aurait fait énormément de recherches sur le meurtre d'une certaine Renata Raposelli. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais il s'agit juste d'une peintre de 65 ans qui a été assassinée dans la maison familiale par des membres de sa famille, en l'occurrence son fils et son ex-mari. Drôle de coïncidence quand même, vous ne trouvez pas ? Face à ces preuves accumulées, une nouvelle hypothèse émerge. Ariana aurait savamment orchestré l'assassinat de sa propre mère et elle se serait servie de son fils sur lequel elle avait une emprise totale pour exécuter ce plan machiavélique. Face à ces nouvelles preuves, Ariana et Aîné sont placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Enrico, quant à lui, reste libre car la loi italienne interdit de placer en détention provisoire toute personne âgée de plus de 70 ans, et rappelons qu'Enrico en a 80. Puis, au moment du jugement, il se présentera au tribunal en homme libre. Avant de poursuivre avec le procès, je voudrais juste qu'on s'attarde sur la retranscription de l'appel téléphonique qu'a passé Ariana au 112 le jour du drame. Parce que j'ai trouvé sur internet une analyse qui a été faite par une chirurgienne et criminologue nommée Ursula Franco, spécialisée en techniques d'analyse d'entretien et d'interrogatoire, et je trouve que son analyse est très intéressante. Carabinier de Macerata. Bonsoir, écoutez, si vous pouvez venir immédiatement à Monte Cassiano via Sandro Pertini, numéro 3133. Que s'est-il passé ? Un voleur est entré dans la maison, il nous a battus et ma mère, je pense qu'elle est morte. Un instant, qui êtes-vous ? Quel est son nom ? Ariana Orazzi, via Sandro Pertini 31-33. Courez tout de suite s'il vous plaît. Oui, nous arrivons tout de suite. Merci. Je vous passe le 118, d'accord ? Merci. Au niveau de l'analyse, on remarque qu'Ariana utilise les formules de politesse classiques, comme bonsoir, elle dit s'il vous plaît, merci, elle le dit au moins 4 fois à la fin, merci, et ensuite on lui dit on va vous passer le 118, elle répète encore merci. C'est bien d'être poli, mais essayons vraiment de nous remettre dans le contexte. Un cambrioleur est censé être entré, il y a eu une attaque soudaine et violente, et vous pensez vraiment que dans ces conditions, en appelant les secours, on a envie de sortir les formules de politesse ? Honnêtement, je ne pense pas. En général, ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent tout de suite. On donne presque des ordres en fait, sans vraiment s'en apercevoir. Mais les merci, au revoir, bonjour, non, clairement pas. Ensuite, quand on lui demande ce qui s'est passé, elle ne parle pas tout de suite de sa mère, qui devrait être en fait la priorité pour une fille qui alerte les secours dans le but de sauver sa mère. Elle, non. Ariana, elle commence d'emblée par introduire son histoire de cambrioleur, de voleur, et elle parle de sa mère à la fin de sa phrase. À aucun moment, elle ne demande d'envoyer les secours pour sa mère. Alors que même chose, si on se remet dans le contexte, une personne qui s'est fait attaquer, qui peut être morte, une personne de la famille, on va d'abord chercher à lui porter secours plutôt que d'aller retrouver le voleur. Ça paraît logique. La priorité, c'est de sauver la personne qui est blessée. Sauf que pour Ariana, a priori, ça passe au second plan. La conclusion, c'est que les réponses d'Ariana ne sont pas naturelles, elles ne sont pas spontanées, et on sent vraiment qu'il y a comme une mise en scène de cet appel au service d'urgence. Les 3 coaccusés sont présentés devant les juges de la cour d'assises de Macerata le 15 décembre 2022. Aîné Simonetti, âgé de 22 ans, le petit-fils de Rosina est condamné à une peine de prison à vie. La mère, Ariana Orazzi, 50 ans, le grand-père maternel Enrico Carcetti, 80 ans, quant à eux, sont acquittés.
Ils écopent de 2 ans de prison avec sursis, juste pour avoir maquillé la scène de crime afin de faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. La victoire n'est que partielle pour le procureur Vincenzo Caruzzi, qui avait demandé la prison à perpétuité pour les 3 accusés. Le tribunal gardera la version suivante des faits. Suite à une énième altercation avec Rosina, Aîné comprend qu'il est temps de mettre le plan de sa mère à exécution. Incontrôlable, il se jette sur Rosina, il l'étrangle et tout se passe très vite. Ariana et Enrico témoignent impuissants à l'affreuse scène qui se déroule devant eux. Ariana, en bonne complice, puisque on rappelle que c'est elle qui a, au fur et à mesure des jours, mis cette idée d'assassiner la grand-mère dans la tête de son fils, elle vole au secours de son fils et lui dit de partir au supermarché pour se forger un alibi. Enrico, quant à lui, il fait rien, et il ne dit rien. Il se contente juste de confirmer la version du vol. Est-ce qu'il était au courant ou pas du projet d'assassinat? On l'ignore. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est sa passivité. La décision définitive d'éliminer Rosina aurait été prise après que la famille ait eu vent du fait que la vieille dame prévoyait de consulter un avocat. La vieille dame avait du caractère et elle ne comptait pas se laisser faire. Le fait qu'elle aille demander de l'aide ailleurs aurait marqué un point de non-retour. Les tensions et les conflits au sein de la famille, la dévotion sans limite d'Aîné envers sa mère auront eu raison de la pauvre Rosina qui finira tristement sa vie assassinée par sa propre fille et son petit-fils le jour du réveillon. Ce drame familial n'est pas sans rappeler que quand tout paraît aller pour le mieux en apparence, on ne sait jamais ce qui se passe une fois les portes closes. J'aimerais terminer cette histoire par un hommage à la victime qui, pourtant en demandant de l'aide, avait décidé de ne plus se laisser faire et de reprendre sa vie en main, mais qui malheureusement sera rattrapée par une famille dysfonctionnelle. Si vous avez apprécié écouter cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aidera à donner plus de visibilité à la chaîne et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire criminelle spéciale Noël.